à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous hebdomadaire Parlons peu, parlons mode. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 17h sur ma chaîne YouTube Pamela Cobson pour un moment 100% mode. Ici on parle tendance, créateurs, mannequins, influenceurs et de tout ce qui fait l'actualité de la fashion sphère. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, sommaire. Cette semaine, on va bien sûr revenir sur le fameux défilé automne-hiver Dior, un défilé virtuel, crise sanitaire oblige et fortement imprégné de l'idée de retour aux sources. Et puis on va aussi parler de la basket qui s'expose à Bordeaux, au musée des arts décoratifs et du design. L'occasion pour nous de revenir sur le phénomène, pourquoi on aime la basket, pourquoi on en est addict, pourquoi on ne s'en lasse pas. Quelques éléments de réponse dans quelques instants. Notre portrait de la semaine est consacré cette semaine à Jacques Mus, le designer du moment, et ça me fait très plaisir de vous en parler parce qu'il vient d'ici, du sud de la France, et son esthétique s'inspire très largement de notre patrimoine culturel provençal. Dans notre rubrique iconique, on va parler du hit bag du moment, c'est le sac baguette. Si pratiquement toutes les marques ont désormais leur propre modèle, on oublie en fait qu'il s'agit à la base d'un modèle créé par la maison Fendi à la fin des années 90. Et puis on terminera avec un focus sur l'influenceuse Noolita qui a créé sa marque de maillot de bain NHLT, Noolita qui est suivie par plus de 900 000 personnes sur Instagram. On en parle en fin d'émission. Vous n'avez clairement pas pu passer à côté. C'est l'événement qui a marqué le monde de la mode la semaine dernière. Il s'agit de la présentation de la collection haute couture de la saison automne-hiver 2020-2021 de la maison Dior, dirigée par l'italienne Maria Grazia Chiuri. Et je parle bien de présentation et non pas de défilé. Pourquoi ? Parce que crise sanitaire oblige, le monde de la mode lui aussi a dû s'adapter aux circonstances et organiser la première Fashion Week 100% digitale. Alors sur Instagram, c'était la folie. Les influenceurs, les influenceuses les plus en vue nous ont fait partager leur moment fashion depuis leur canapé, ce qui était assez drôle d'ailleurs. Je pense notamment à Negin Mirsalei, qui malgré les circonstances, elle n'a pas échappé à la tradition de s'habiller aux couleurs de la marque pour assister au défilé. On l'a donc vu habillée en total look Dior sur son fauteuil en train de mater le défilé sur internet. Une scène invraisemblable, immortalisée dans l'une de ses stories Insta. Bref, ça c'était pour le petit côté influence. À quoi ressemble cette présentation ? Alors je vous montrerai pas les images puisque celles-ci sont directement accessibles sur YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais en gros, il s'agit d'un film réalisé par un autre Italien qui s'appelle Matteo Garrone, dans lequel les créations en fait elles sont dévoilées au fur et à mesure d'une intrigue. Alors on comprend pas tout de suite ce qui se passe parce qu'on est dans une atmosphère plutôt féerique, en plein milieu d'une nature sauvage. Il y a deux grooms qui se pointent et qui trimballent une maison de poupées qu'ils présentent à un groupe de jeunes femmes qui sont en train de se baigner dans un cours d'eau. Et puis au fur et à mesure de l'intrigue, ils se baladent dans cette forêt et ils présentent la collection à plusieurs créatures. Par exemple, on voit une femme qui sort d'une coquille, une femme coquillage quoi. On a aussi à un moment donné la femme d'un satyre, on a une femme statue. Bref, comme je vous l'ai dit, l'ambiance elle est féerique, quasi mythologique puisqu'on retrouve beaucoup d'éléments qui s'apparentent à la mythologie, puisqu'on a par exemple le satyre. Les jeunes femmes qui se baignent dans un ruisseau, on se rend compte que c'est peut-être des nymphes. On a également au début une sirène. Et le contraste est quand même assez saisissant entre d'un côté toutes ces créatures qui sont dans cette nature luxuriante et de l'autre, ces deux grooms, on dirait qu'ils sortent d'un hôtel, ils se trimballent avec la maison de poupée. Enfin, c'est assez contrastant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et au fil du film, on comprend en fait que les différents personnages choisissent leur tenue à partir des modèles miniatures qui leur sont présentés par les deux grooms. Et en fait, c'est un clin d'œil à ce qu'il se faisait avant dans le monde de la haute couture, puisque les modèles étaient présentés aux clientes au format poupée. Alors pourquoi ? Parce qu'en période d'après-guerre, quand les matières premières manquaient, comme le tissu, il fallait l'économiser au maximum et donc réduire le modèle de présentation au format poupée. C'était une astuce pour éviter de gaspiller. Selon moi, c'est assez cool et plutôt bien pensé de faire ce clin d'œil puisqu'on peut y voir là un retour aux sources finalement, un retour à l'essentiel, un retour
à l'essence même de ce qu'était la haute couture, à l'heure où justement nous sommes en quête de sens avec cette crise sanitaire qui a remis un petit peu en question toutes nos certitudes et qui nous pousse à reconsidérer finalement le fameux monde de demain. Ça, c'est l'analyse concernant les deux grooms et la maison de poupée. Mais qu'en est-il de cette atmosphère mythologique? Et bien sur ce point, je m'appuie directement sur les propos de Maria Grazia Chiuri, livrée à Vogue. Elle a éclairé les journalistes en rappelant en fait que l'imaginaire était primordial en temps de crise. Et elle a aussi souligné que la mode de demain pouvait se nourrir du cinéma, car le film est finalement un moyen bien pratique de procéder, surtout en temps de confinement ou de distanciation sociale. D'où le fait d'avoir transformé la logique du défilé en un film réalisé par Matteo Garrone. Et puis comme souvent, Maria Grazia Chiuri, elle a introduit une dimension féministe dans sa collection, puisqu'elle s'est inspirée de plusieurs figures féminines comme Lee Miller, Dora Maar, Leonora Carrington ou encore Jacqueline Lamba. Je vous invite vivement à aller regarder le film, c'est très réussi et c'est d'autant plus appréciable de regarder ce genre de choses lorsqu'on a les clés de compréhension pour pouvoir analyser ce qui se passe sous nos yeux. Et puisqu'on parle de la maison Dior, sachez que Lena Situation, poids lourd de l'influence en France, a pu visiter les ateliers Dior en amont de la présentation du film. Et il y a là encore une vidéo à regarder si ça vous intéresse. Je vous mets encore une fois le lien en barre d'infos. Autre actualité de la semaine, c'est une expo que vous pourrez peut-être aller voir si vous habitez dans la région de Bordeaux ou bien si vous avez décidé de passer vos vacances là-bas. Alors ça se passe au musée des arts décoratifs et du design et ça s'appelle Playground, le design des sneakers. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'une exposition entièrement dédiée au basket, avis aux amateurs, et je sais qu'il y en a. Alors ça peut paraître fou de réserver une seule expo rien qu'à cette thématique, et pourtant il y a vraiment un matière à, puisque selon la Fédération française de la chaussure en 2019, le marché de la basket représentait 47% du marché de la chaussure, c'est presque la moitié et en tout ça pèse 9 milliards d'euros. Alors pourquoi cet engouement? Puisqu'à la base la basket c'est une paire de chaussures utilitaires, j'ai envie de dire, il faut qu'elle soit confortable, adaptée à ce qu'on en fait, du sport, de la marche, une activité professionnelle physique. Mais la pop culture se l'est rapidement appropriée. Je pense par exemple aux breakdancers new-yorkais, aux skaters et à tous les sportifs de rue qui ont donc fait de la basket leur statement. Avec les années rap et hip-hop, la basket devient plus qu'un élément d'identification de certains groupes et elle s'impose finalement comme une véritable mode. Tout le monde, absolument tout le monde, possède une paire de baskets chez soi. C'est tellement une mode que certains modèles sont devenus iconiques parce que conçus en collaboration avec certaines personnalités, certaines stars, certains sportifs comme par exemple la Stan Smith d'Adidas, la Jordan chez Nike ou encore la Chuck Taylor chez Converse. Après une accalmie dans les années 2000 où chez les femmes on était quand même beaucoup plus dans le talon, la platform shoes, etc. La tendance est repartie à la hausse dans les années 2010 à tel point que les fans de sneakers deviennent des collectionneurs à la recherche de modèles rares et les marques ont bien compris cet engouement et enchaînent depuis les éditions limitées. Et aujourd'hui, le business et la demande sont tellement importants que la basket a même conquis le monde du luxe avec des marques comme par exemple Louis Vuitton, Alexander McQueen ou encore Balenciaga qui surfent sur le phénomène et conçoivent leurs propres modèles. Aujourd'hui, les baskets se portent avec tout, même avec les tenues les plus habillées, et sont d'ailleurs complètement acceptées, quelle que soit la classe sociale dans laquelle on est, ou la classe d'âge. Et c'est bien pour ça qu'on parle de phénomène et pas de tendance. Alors je sais pas vous, mais moi, je suis fan des baskets, même si je me suis quand même pas mal calmée ces dernières années, parce qu'à une époque, j'en achetais quasiment une paire par mois. Mais avec le temps, j'ai su identifier quelle paire convenait le plus à mon style. Et je dirais que mon top 3, c'est quand même la Nike Air Force One, la Adidas Superstar et la Converse Chuck Taylor, même si j'aime beaucoup les Vans. D'ailleurs, dans les émissions suivantes, je reviendrai sur le succès de certaines pièces légendaires comme les Jordans. On peut penser aussi aux Yeezy ou encore aux Stan Smith, des modèles que j'étudierai plus en profondeur dans la rubrique iconique. Dites-moi en commentaire de quel modèle vous voulez que je parle en particulier. Bref, refermons la parenthèse et revenons à nos moutons. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre à Bordeaux pour voir l'exposition qui semble vraiment très complète. La basket y est présentée dans tous ses états. 600 paires sont exposées, dont certaines prêtées par des collectionneurs. Des grandes marques ont également contribué à alimenter l'exposition en donnant accès à leurs archives. Il y a aussi des photos, des documents qui expliquent le succès de la basket, tant d'un point de vue
historique que scientifique. L'expo est rythmée par plusieurs approches thématiques, histoire, évolution, innovation et principaux acteurs. Aujourd'hui, on va parler de Simon Porte Jacquemus. C'est le designer du moment. Il faut dire que ce qu'il fait, c'est carrément dans l'air du temps et il fait désormais partie de ces créateurs, de ces designers qu'il faut absolument suivre si on veut être pile poil dans la tendance. Jacquemus, vous en avez forcément entendu parler. C'est celui qui a fait défiler ses mannequins dans un champ de lavande sur tapis rose. C'est aussi celui qui a créé le sac Chiquito, le mini sac qui a eu un maxi succès. Jacquemus. Alors, il s'agit en réalité du nom de jeune fille de sa mère, de la mère de Simon Porte, qui est malheureusement décédée en 2008 alors qu'il était sur Paris. Petite parenthèse, Simon vient du sud et en plus il vient de chez moi. Il est né à Salon-de-Provence, c'est juste à côté, et il a grandi à Malemort, une ville pas très loin de Salon-de-Provence. En 2008, il étudie quelques mois à l'ESMOD. Vous savez, l'ESMOD, c'est l'école supérieure des arts et techniques de la mode, une école de mode qui compte parmi ses anciens élèves Olivier Roustin, qui est le DA de Balmain, ou encore Alexandre Vautier. Bon, il se trouve que fatalement, c'est cette année-là qu'il perd sa mère, et il décide alors de se lancer pleinement dans la création, et à 20 ans, il crée Jacquemus, sa marque, dont le style se caractérise par un certain minimalisme dans les formes, dans les matières, les couleurs. C'est très doux, mais en même temps très pointu, j'ai envie de dire, très avant-gardiste, tout en restant très simple. Alors c'est cette sorte d'équilibre paradoxal qui, selon moi, constitue vraiment l'essence de son esthétique, qui est aussi, il faut le rappeler, en fonction de ses collections, très imprégnée de notre Provence natale. Chez Jacquemus, on a en effet beaucoup de références à notre culture provençale. Dans ses collections, par exemple, on a beaucoup de paniers. Bon, les paniers, c'est vraiment typique. Chez nous, on va faire le marché, on peut même acheter des paniers en osier ou en paille sur le marché pour ensuite pouvoir acheter ses fruits, ses légumes. Quand on va cueillir des olives, on prend notre panier en osier et c'est le même panier qu'on utilise pour rouler sa serviette et aller à la plage. Pareil au niveau des couleurs, dans ses dernières collections, notamment sa collection Le Coup de Soleil, on a des tons pastels. On a certains tons fluo, c'est vrai, mais par petites touches. Mais sinon, la majeure partie des couleurs utilisées, c'est des tons pastels, comme s'ils avaient été passés au soleil, usés, tannés par le soleil. Certains des motifs aussi rappellent un peu les imprimés qu'on retrouve sur les tissus provençaux. On a aussi des pièces qui portent des noms emblématiques. Je pense par exemple aux boucles d'oreilles Mimosa ou encore au chapeau Santon. Encore une fois, chez nous, dans le sud, les santons, c'est une tradition qui dure toute l'année. Ma grand-mère, chez elle, par exemple, elle a des santons qui trônent sur la cheminée. Et ça fait vraiment partie de sa déco, quoi. Jacquemus est un designer jeune, il a tout juste 30 ans. Et du coup, pour percer, il a utilisé les codes de sa génération. Par exemple, pour que ses créations acquièrent en visibilité, il les faisait porter par ses copines dans les magasins durant la Fashion Week. En 2011, par exemple, il avait sorti une collection qui s'appelait Ouvrière. Et ses mannequins, toujours ses amis visiblement, avaient donc manifesté en marge d'autres défilés prestigieux comme Dior, toujours pendant la Fashion Week. Et c'est vraiment comme ça, en cassant les codes, en organisant des happenings, qu'il s'est fait repérer en faisant le buzz. Gros point positif chez Jacquemus, c'est que ses collections se vendent à des prix relativement accessibles. Le prix d'un sac reste sous la barre des 1 000 €, barre largement outrepassé chez des marques comme Louis Vuitton ou Chanel par exemple. Personnellement, j'aime beaucoup Jacquemus, j'aime ce qu'il fait, mais j'avoue que, mis à part certaines pièces, c'est pas vraiment mon style. Donc de là à acheter une pièce Jacquemus, faut voir, faut que je me laisse surprendre par ses futures collections. D'ailleurs, si vous êtes passé à côté, sachez que sa nouvelle collection intitulée L'amour, donc la saison Spring-Summer 2021, est sortie hier soir. Je vous conseille d'aller faire un tour sur son site. Dans notre rubrique iconique, on va parler aujourd'hui d'une pièce maîtresse d'un look, c'est le sac à main. Le sac à main qui n'est d'ailleurs pas réservé qu'aux femmes. Oui messieurs, les hommes aussi ont droit à leur propre version. Et ce, depuis longtemps. Je pense notamment à Rachel qui, dans Friends, essaie de convaincre Joey de porter un sac à main. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle plutôt féminin, même si j'aime pas beaucoup genrer la mode, parce qu'au fond, chacun porte ce qu'il veut. Rien n'est vraiment réservé aux hommes ou aux femmes, et ça, c'est un principe mode plutôt cool. Bref, si je vous dis baguette, vous pensez au mec ou à la meuf qui sort de la boulangerie du coin de la rue avec sa baguette sous le bras. Bon, eh bien, la baguette a justement donné son nom à un type de sac, un modèle très particulier. Alors, c'est un sac à main tout fin,
plutôt rectangulaire, fait d'une seule poche qui est souvent zippée et d'une seule anse assez large pour pouvoir porter le sac sur l'épaule et donc sous le bras, d'où le nom baguette. Alors ce modèle de sac, il revient en force en ce moment parce que comme vous le savez, on est en plein revival des années 90-2000 et à cette époque, ce genre de sac était très à la mode. En fait, ce sac est carrément né dans ces années-là et plus précisément en 1997 sous les traits de croquis de Silvia Venturini Fendi. Oui, encore une italienne, je suis désolée, le monde de la mode doit beaucoup aux Italiens. Silvia Venturini Fendi, c'est la petite fille d'Edoardo et Adele, les créateurs de la marque. Et c'est donc à Fendi qu'on doit ce modèle considéré, je cite, comme audacieux, éphémère mais hors du temps, excentrique et hors norme, la mode dans toutes ses dimensions paradoxales, quoi. Le sac en question sera décliné en plusieurs versions, plus de 700 au total, et il sera popularisé grâce à Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Et c'est vraiment Carrie qui popularise ce sac qui sera tellement apprécié que toutes les marques luxe et prêt-à-porter s'approprieront ce modèle pour créer leur propre version. On pense par exemple à Prada, mais aussi à Longchamp. Là, c'est un reliquat vraiment des années 2000. C'est ma mère qui me l'a prêté pour que je vous le montre dans cette vidéo. Donc voilà, typiquement, là, c'est un sac baguette, bien rectangulaire, une seule anse, le zip, le petit rabat. Longchamp s'est vraiment inspiré du modèle Fendi original. Je pense que ce qui fait la force de ce sac, c'est sa taille. Il est pratique, le fait qu'il y ait une seule poche, finalement, on met pas mal de choses dedans. Et du coup, ça peut aussi bien faire un sac de jour qu'un sac de nuit, sac du soir. En fonction du modèle qu'on choisit, on n'a donc pas à changer le sac pour sortir. Et ça, c'est tout ce qu'on aime dans la mode, ce sont ces pièces à réversibles / multipurpose, des pièces finalement qu'on aime acheter parce que c'est des pièces qui nous serviront pour plusieurs choses et qu'on va pouvoir mettre à l'infini. Merci Fendi. On clôture avec une rubrique dédiée aux influenceurs et aux influenceuses, ceux qui prennent la température des tendances, mais qui sont de plus en plus à l'origine des tendances. Et c'est le cas de Noolita. Alors si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, vous devez certainement la connaître. Elle a plus de 950 000 abonnés. Et ce que j'aime chez Noolita, c'est qu'elle est solaire. Ça doit faire 2 ans maintenant que je la suis, et franchement, elle fait partie des comptes que je suis le plus régulièrement. Tous les jours, je consulte ses stories Insta et à chaque fois, c'est un bonheur de la retrouver. Elle est toujours de bonne humeur, elle est au top. Elle collabore avec plusieurs marques, mais cette année, elle a décidé de nous surprendre en créant sa propre marque de maillot de bain NHLT Paris. En fait, cette marque, c'est l'aboutissement d'une collaboration de longue date avec la marque Mon Petit Bikini, dirigée par Audrey Lieuteau, une fille qui semble tout aussi géniale parce qu'elle est très souriante, elle est très dynamique. Franchement, on sent l'alchimie entre les deux personnalités et on comprend pourquoi ce duo marche. Elles sont très complémentaires puisque Camille, alias Noolita, s'occupe apparemment de toute la partie création et communication de la marque. Et Audrey s'occupe avec ses équipes de toute la partie conception, usine, logistique, etc. Elles ont commencé à collaborer ensemble, je crois, il y a 4-5 ans. Chaque année, en fait, elles faisaient des collections de maillots de bain et chaque année, le succès était au rendez-vous, qui les a poussées donc cette année à se lancer dans une marque à part entière et non plus une collaboration annuelle Noolita Cross Mon Petit Bikini. Elles ont donc désormais un site, un compte Instagram et visiblement, il n'y aura pas que des collections été, il y aura aussi des collections hiver et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'elles ont mis en ligne une vidéo sur YouTube qui explique la genèse de l'histoire de la marque, le rôle précis de l'une et de l'autre, et tout le processus créatif pour justement créer une ligne de maillot de bain. C'est très bien expliqué, je vous invite à aller la regarder, là encore je vous mets le lien en barre d'infos, et puis bien sûr allez sur le site nhltparis.com pour pouvoir admirer cette magnifique collection et pourquoi pas commander. Voilà, c'est tout pour ce premier rendez-vous hebdomadaire Parlons peu, parlons mode. Une émission à retrouver tous les vendredis à 17h sur ma chaîne YouTube Pamela Cobson. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel sujet mode vous aimeriez aborder dans cette émission ou de quelle personnalité vous aimeriez qu'on parle. Pour plus de mode et de tendances, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être tenu informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, encore sur mon site pamelacobson.fr qui va bientôt changer de visage. Alors restez connectés, on se retrouve très vite. À bientôt.